Madame, Messieurs de la presse, merci d'être venus à cette conférence de presse que le mensuel congolais de Belgique Magazine organise. Vous savez que demain, samedi 9 septembre 2023, les candidats à la présidentielle vont commencer à déposer leur candidature. Donc, en termes de navigation, nous allons entrer dans une certaine zone de turbulence politique. Vous vous souvenez, l'année passée, enfin, la législation passée, quand la campagne a commencé, c'était très très dur. Mais comme on dit, un enfant apprend à marcher en essayant de marcher. Et je pense que nous avons eu une certaine expérience. Il y a certains détails, certains écueils de la fois passée qu'on va donc on a tiré les leçons. Et donc, dès demain, ce sera la pré-campagne. Parce que du moment où les candidatures sont déposées, c'est la pré-campagne. Et durant la pré-campagne, il y a quels enjeux? Il y a un président qui est en fonction, qui va remettre son mandat en jeu. Il y a l'opposition qui voudrait prendre la place, ce qui est de bonne guerre en démocratie. On ne peut pas imaginer une démocratie sans opposition. Maintenant, il y a des thèmes de campagne. Et aujourd'hui, nous avons choisi un thème bien précis. Comme je dis souvent aux gens, la politique du Congo, c'est comme un océan où vous voulez traverser avec une pirogue. Malgré toute bonne volonté, vous n'allez pas traverser l'océan. Donc, il y a donc aujourd'hui, on va cibler un point bien précis et c'est l'état de droit. Et avant que je parle de la thématique, je vous présente notre orateur du jour. Il s'appelle Oscar Moubiaï. Il est avocat au barreau de Lille. Mais malgré cela, il est souvent à Kinshasa, il intervient dans beaucoup de procès, dans la politique elle-même et surtout en tant qu'homme de droit, vous comprenez que le droit, c'est ça comme on dit en swahili, Tchakulaya Siku. Donc c'est le thème qu'il va aborder et sous une forme de question. Il y a eu avancée ou il y a eu recul. Et ce sera à lui de disserter là-dessus. Et donc aujourd'hui, il a tenu à partir de Bruxelles à faire cette conférence parce que un thème bien particulier de la campagne est là. Et donc sans plus tarder, nous lui cédons la parole. Maître Oscar Moubiaï, vous avez la parole. Merci beaucoup Cheikh Fita, merci aux journalistes présents, merci aux compatriotes et aussi à toute personne qui manifeste l'intérêt pour le Congo, notre pays. Le thème de ce soir, état de droit en marche ou en recul. Au regard même de mon ONG que je coordonne par sa dénomination état de droit en marche, vous comprendrez que ma position est que l'état de droit est en marche. Nous considérons que l'état de droit est en marche depuis l'alternance au pouvoir. Et je suis heureux et j'ai l'honneur d'avoir Cheikh Fit à côté de moi, dans la mesure où il a un livre sur l'alternance sans un coup de feu. Je suis également heureux de voir nos compatriotes qui ont été ici pour la presse, de combattants de première heure. Et ça nous fait beaucoup plus de plaisir et nous vous demandons de continuer à vous battre pour sauvegarder cet état des droits qui est en marche pour la lutte que vous avez menée et dont le résultat est aujourd'hui l'alternance que nous avons au pays. Alors, pour d'autres, ils vont considérer que l'état des droits est en recul. Il y a même des langues qui se délient pour dire que nous avons atteint le point de bascule. Si je ne me trompe pas, c'était dans cette salle où nous avons suivi les avocats de M. Salomon Kalonda,
en train de dire que ça coïncidait avec la mort qui n'est pas encore éclaircie jusqu'à aujourd'hui de l'honorable Chérubin Okende, et qui a un point de presse dans cette même salle, si je ne me trompe pas, où nos compatriotes, plutôt nos confrères belges, ont pu considérer que nous avons atteint le bascule au Congo, donc la régression d'un état de droit, dans la mesure où, à leurs yeux, il y a d'assassinats, et l'on a fait de la mort de Chérubin Okende tout de suite, rapidement, un assassinat politique. Donc l'on considère qu'il y a d'assassinat politique, l'on considère qu'il y a de répression par les arrestations dites arbitraires des opposants. Vous savez qu'il y a un bon nombre qui s'est retrouvé en prison ou qui s'y trouve encore. Et l'on a considéré également que, en dehors des arrestations ou des détentions, on a considéré qu'il y a la répression par rapport à certains opposants qui veulent faire leur campagne et qu'on leur refuserait de se déplacer librement. Et quand il y a de bévures au moment de déplacement, par les jets de pierre, l'on impute cela au pouvoir en place. Alors, quand on peint ces tableaux-là, regardez de cette manière, l'on va considérer que l'état de droit est en recul. Mais ma réflexion aujourd'hui, c'est de nous interroger. Le changement au pays, les opposants ont toujours eu comme leur cheval de bataille qu'il y a violation par les régimes en place des droits de l'homme. Et ils ont souvent eu comme relais les ONG occidentales. Comme vous avez suivi très récemment, il y a le rapport de Human Rights qui n'est pas élogieux pour notre pays. Notre approche comme ONG, c'est de dire s'il y a violation de l'état de droit, nous condamnons cela. S'il n'y en a pas, nous applaudissons aussi les avancées. Que d'être ONG comme relais des Occidentaux qui souvent ont une approche, comme on dit, si vous voulez noyer son chien, on l'accuse de rage. Sans pour autant dire que le régime Mobutu était un régime non dictatorial ou qu'on peut aujourd'hui, avec le recul, arriver à le défendre. Mais nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de choses et après, il s'est révélé que tous les rapports étaient uniquement pour renverser le régime. Je vous renvoie au livre de Charles Onana par rapport à l'intervention de certaines ONG dites humanitaires par rapport à la guerre de l'Est. Nous sommes heureux que d'abord, avec l'arrivée de M. Dieudonné Kamuleta, et enfin aujourd'hui, pour commencer le procès contre ce que j'appelle moi les voleurs de la République. Alors, j'étais donc au premier jour de ce procès, mandaté par la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui traverse actuellement beaucoup plus de tempêtes. Donc, vous êtes au courant en tant que journaliste. Vous savez qu'il y a un mauvais vent qui souffle sur la Commission nationale des droits de l'homme, dirigée par M. Paul Sapou, dont la notoriété ne fait aucun doute, tant au plan national qu'international. Mais il y a certains esprits qui se sentent gênés de la présence de M. Paul Sapou parce que celui-ci n'admet pas que l'on arrive aujourd'hui au pays, que l'on soit d'Amnesty International, pour finir par un des rapports non contrôlés. Et pour cela, les opposants qui estiment et qui voient de mauvais œil que nous soyons en train d'aller dans le sens
d'un État de droit en marche n'ont pas autre chose à faire que s'attaquer à M. Paul Sapou, droit de l'homme, s'attaquer au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulétat. Vous avez suivi qu'il y avait eu un courrier où on demandait sa démission par rapport à l'assassinat de M. Chérubin Okende. Donc, nous vous y répondrons. Et donc, quand je suis allé à ce procès-là, j'ai constaté que le procès s'est déroulé régulièrement par rapport au respect de ce que l'on appelle procès équitable. Quand on dit procès équitable, c'est que l'on va savoir, il y a des critériums, des critères. Est-ce que les personnes poursuivies ont eu accès à leur avocat? Dans ce procès-là, la réponse est oui. Tout prévenu, y compris Matata qui parle d'acharnement, avait eu son avocat, et surtout ses avocats parce qu'il en a tout un groupe qu'on appelle collectif de la défense. Est-ce que les gens ont eu droit à leur interprète? Il y a eu droit à l'interprète parce que le Sud-Africain, qui ne parle pas français, on lui a commis un interprète qui a eu à interpréter, donc il a eu à s'exprimer avec son interprète. Les avocats avaient formulé une demande au jour de la première audience d'avoir librement accès au dossier pour préparer leur défense. Le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamoulétat, a ordonné immédiatement à ce que le dossier soit laissé à la disposition des avocats. Vous savez qu'en matière pénale, on ne se communique pas des pièces, contrairement au procès de 100 jours où il y a eu l'expression célèbre avec l'actuel ministre de l'économie, pièce contre pièce. Bon, ça c'est dans le procès civil où on échange des pièces. Dans le procès pénal, les pièces sont à la disposition des avocats au greffe, ça veut dire au secrétariat de la juridiction, en l'espèce la Cour constitutionnelle. Et donc, on doit laisser les avocats aller lire les dossiers librement pour préparer leur défense. C'est ce que le président de la Cour constitutionnelle, M. Kamoulétat, avait ordonné immédiatement. Il y avait l'irrégularité dans la convocation au premier jour concernant M. Matata et concernant M. Sud-Africain. Pourquoi? Parce que l'huissier qui est allé déposer la convocation n'est pas allé à la bonne adresse. Et donc, à partir de là, la Cour s'est déclarée non saisie parce qu'il doit être saisi régulièrement. On doit laisser un délai légal de 8 jours, en gros maximum 10 jours, entre le moment de la convocation et le moment de l'audience pour que la partie convoquée, en l'espèce M. Matata et consorts, puissent préparer leur défense. M. Matata, qui savait très bien de par ses avocats, parce que comme avocat, quand le tribunal n'est pas saisi, nous le savons en avance, a eu à faire les scénarios pour dire que alors qu'il n'allait pas se présenter ou qu'il allait se présenter, il ira ou il n'ira pas, alors qu'il savait très bien que ce jour-là, la Cour n'allait pas être saisie et que tout ce bruit-là ne servait à rien, si ce n'est qu'à vendre l'image du pays, comme quoi il y a l'acharnement contre lui. Alors, la Cour avait donné le délai pour qu'il soit régulièrement signifié. Normalement, quand on n'a pas été régulièrement signifié, pour gagner le temps, les avocats peuvent dire « nous couvrons l'irrégularité, nous comparaissons volontairement ». Si on a envie d'aller vite et de se présenter devant la justice. Mais ils n'ont pas voulu faire ça. La Cour a renvoyé et le procès a eu lieu le 4. Il se retrouve que le 4, j'étais dans l'avion pour l'Europe. Donc je n'ai pas été à cette audience-là, mais mon équipe a été sur place et les échos que j'en ai, et que les choses se sont encore régulièrement déroulées et que l'affaire a été renvoyée au 25, si je ne me trompe pas. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand on parle de l'état de droit en recul, on va vous dire qu'il y a acharnement contre les opposants. Mais est-ce que nous pouvons dire, alors j'ai demandé aux organismes internationaux des droits de l'homme, j'ai demandé est-ce que l'on peut admettre que mon organisation, qui est la même que les leurs, parce que moi j'ai une ONG des droits de l'homme,
Est-ce qu'on peut m'accorder le visa avec mon équipe pour que j'aille vérifier si le procès Trump se déroule régulièrement et que je puisse donner mes avis et dire qu'il y a l'acharnement contre Trump? Est-ce qu'on peut le faire? La réponse, vous avez deviné que c'est non. Est-ce que quand François Fillon, qui avait beaucoup plus de chances pour devenir président de la République en France, ainsi que de Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'on a dit qu'il y a acharnement? Mais maintenant, vous devez mesurer, nous ne faisons pas la politique ici. Quelle est la chance pour un candidat qui se sentant poursuivi pénalement parce qu'il a détourné beaucoup d'argent, il se déclare candidat aux élections présidentielles, très précipitamment? Est-ce que le fait d'être politicien doit constituer une immunité pour ne pas être poursuivi et dire qu'on n'est pas égal devant la loi? La réponse me semble non. Et donc, poursuivre un politicien n'est en rien un acharnement. Et la justice est vraiment le domaine de souveraineté. Mais regardez, concernant certains provenus, qui ont détourné beaucoup plus d'argent, en tout cas soupçonnés d'avoir détourné beaucoup d'argent. Mais vous avez des Bintou, Madame Bintou qui parle de la justice de notre pays. Mais par quelle fenêtre est-elle entrée? Dans cette même salle, vous avez eu les avocats belges, que je ne considère pas avocats, parce qu'ils sont plus politiciens. Ils ont commencé par vous dire quoi? Qu'ils remettaient en cause la légitimité du président de la République, M. Tshisekedi, qu'il considère qu'il n'a pas été élu. Est-ce que vous voyez un avocat congolais venir remettre en cause la légitimité en France, aux États-Unis, chez vous ici en Belgique, l'élection d'un Premier ministre pour dire qu'il n'a pas été élu? Je crois que nous devons, nous, Congolais, nous mettre debout et crier haut et fort pour dire que nous ne sommes plus colonisés et que nous ne sommes plus dans la mentalité de coloniser, où la légitimité dans notre pays dépend de l'extérieur. Lumumba dit, et quand nous invoquons ce grand nom, ici dans la capitale belge, il a dit que la politique du pays ne sera plus écrite ni aux États-Unis, à Washington, à Paris et Bruxelles. Ça sera au Congo, à Kinshasa. C'est pour cela que nous souhaitons, en ce qui nous concerne, parce qu'on ne peut pas parler des droits de l'homme sans parler de cadre qui encadre cela. La Constitution. J'animerai une conférence le 16 parce que je demande à ce qu'on quitte de cette Constitution des belligérants pour entrer dans la 4e République et sortir de toute cette situation tumultueuse où le pays est devenu ingouvernable. Trop de motions de censure, on ne peut plus rien faire et tout ça, ça voudrait dire que le cadre n'est pas adapté. Mais en termes clairs et en conclusion, je voulais ici essentiellement marteler sur notre indépendance d'esprit où nous devons ne pas être comme les colonisés qui aiment tout le temps changer de maître. Hier, on avait les colons. Quand on a eu Mobutu, nos parents nous ont dit, mais les temps des colons, nous étions bien. Nous qui avons connu Mobutu, quand Kabila est arrivé, nous avons dit, mais du temps de Mobutu, nous étions bien. Et ceux qui ont connu Kabila, quand Tshisekedi arrive, on dit que du temps de Kabila, c'était en tout cas bien, et qu'aujourd'hui, Tshisekedi violerait les droits de l'homme plus que Kabila sur 18 ans. Je crois que ce n'est pas sérieux, et nous ne devons pas changer tout le temps, parce que quand on change tout le temps, on manque de stabilité, il y aura moins de développement, et quand il y aura moins de développement, il y aura moins aussi de respect des droits de l'homme. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade, tout en restant à votre entière disposition, en ayant ma ligne de conduite qui vous dit que les tableaux des droits de l'homme, nous sommes en train d'avancer. Même si nous pouvons chuter, on peut se relever, et même si nous sommes en train de tituber. Voilà ce que je peux vous dire et reste à votre entière disposition pour des questions. Merci bien, maître Oscar Mobiaï. Un instant. Nous avons tous suivi et vous avez effectivement fait un effort pour rester dans le cadre convenu au début. Vous avez failli vous jeter sur la Constitution, j'allais vous arrêter. Donc, maintenant, la parole est aux médias. Et donc, soyez bref et concis. Comme ça, chacun a l'occasion de poser au moins une, deux, même 3 questions.
Voilà. Qui commence? Bon, Pasteur Bobo, le micro de Pasteur Bobo, vous avez la parole. Le micro de Pasteur Bobo. J'ai 2-3 questions, je crois. Commencez mollo, hein? On va revenir. Je m'excuse, hein? C'est une question de procédure. Il faut qu'on aille vraiment en profondeur et ne pas embrouiller ceux qui nous suivent. Une question, et puis on revient. Allez-y. Je commencerai par Matatampono. Un dossier que vous venez de terminer avec. Je pose des questions. Je suis d'accord avec vous qu'un politicien ne peut pas avoir l'humilité par rapport au dossier. Mais ce que je ne comprends pas, Félix Tshisekedi prend le pouvoir 2018 ou 2019. On est 2023. Pourquoi avoir entendu presque 3, 4 ou 5 mois avant les élections pour commencer à poursuivre ce que vous réfutez ou on dit acharnement contre une personne qui s'est dit candidat à l'élection présidentielle? Si on l'avait poursuivi 2019-2020, c'était logique, mais on est 2023. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement là? Est-ce qu'on n'a pas régressé par rapport à ce que vous dites là? On a progressé, mais c'est un candidat potentiel, même s'il se cache derrière l'élection présidentielle, mais il fallait l'attaquer plus tôt. Merci. On peut répondre ou bien? Oui. Bon, par rapport à cette question, d'abord, Pasteur Bobo, quand tout à l'heure je disais que des combattants de première heure, les Congo connaissent bien Pasteur Bobo, les micros de Pasteur Bobo. Nous sommes heureux d'être là devant vous. Voilà. Pourquoi maintenant? Vous savez, le procès, la justice, les calendriers de la justice, ce n'est pas M. Tshisekedi qui gère les calendriers de la justice. Et en matière pénale, il y a des enquêtes qui sont souvent longues pour qu'on ne puisse pas dire qu'on a poursuivi quelqu'un pour rien. Vous avez suivi que certains avocats de M. Kalonda, parce que quand vous parlez de M. Matata, on peut parler de M. Kalonda Salomon, on peut parler. Vous avez suivi ces avocats dire que les infractions étaient en train de changer, ce qui est tout à fait normal. Parce que dans une enquête, on peut penser qu'il y a eu assassinat. Assassinat parce que vous avez prémédité l'acte, vous avez attendu quelqu'un nuitamment pour aller le tuer. Mais finalement, après enquête, on trouve que ce n'était pas le cas, il n'y avait pas eu préméditation, il n'y avait pas eu préparation, mais il y a eu la mort, tout simplement, on avait intention de frapper la personne, mais la mort s'en est suivie. On va dire que ce n'est plus de l'assassinat, c'est devenu le meurtre. Donc, une qualification de l'enquête évolue, et en même temps, si on ne trouve rien, la personne sera tenue d'être acquittée. Et il y a souvent des critiques pour dire que le procès de 100 jours, ça a accouché d'une souris, bien que nous ne partageons pas certains acquittements, mais un procès, il faudra aussi que l'opinion sache que quand quelqu'un est poursuivi, il n'est que présumé coupable, il est que innocent. Donc il est présumé plutôt innocent et non pas coupable, voulais-je dire. Parce que ça serait dangereux de présumer quelqu'un coupable. Donc il est innocent, il est une présomption d'innocence, c'est un principe fondateur, et de sorte que si on ne trouve rien, on vous libère. Mais quand vous êtes là, vous êtes dans les cadres d'enquête, comme de M. Salomon et consort. Et l'autre qui est sorti de là, je crois que c'est Djongo, et on parle de Bissele. C'est normal, dans une enquête, on libère les gens. Alors pour revenir à Matata, vous avez compris qu'en vertu de séparation de pouvoir, vous avez Tshisekedi n'a pas la main sur le calendrier. Et encore mieux, on dit qu'il y a l'acharnement, on les a poursuivis. Mais sous Kabila, est-ce qu'on poursuivait les gens? Soit on les tuait, soit ils prenaient l'exil, mais il n'y avait pas de procès. Donc c'est ça ce qui prouve que c'est un état de droit, il n'y a pas d'acharnement. Deuxième réponse, est-ce que parce qu'on est candidat aux élections présidentielles, est-ce qu'on a l'immunité quand on est candidat? Je crois que dans mon propos, je l'avais déjà dit que les politiciens n'ont pas d'immunité. Vous avez les cas, les Toscanes,
était à un doigt de devenir président. Ben bon, quand il a été trempé, on l'a poursuivi. Donc, posez votre question de dire, mais pourquoi attendre depuis longtemps? On n'a pas attendu, on était en train de faire des enquêtes. Et vous savez que lui, Matata lui-même, a empêché les poursuites par ses avocats pour soulever tout le temps des dilatoires, pour empêcher que le procès aille de l'avant. Entre 2021, où il y a eu l'arrêt d'Ikaloba, après beaucoup de moyens d'État dépensés, M. Kaloba arrive en violation de tout ce que l'on peut considérer comme principe des droits, pour dire que non, voilà, M. Matata, la Cour était incompétente. Et certains vous disent, mais Kaloba n'a pas dit que Matata ne doit pas être poursuivi, il a dit seulement que la Cour était incompétente. Mais s'il s'est déclaré incompétent, et qu'il estimait qu'on doit aller le suivre devant un autre juge, bon, il aurait dû indiquer ces juges-là. C'est lesquels? Vous savez qu'en France, par exemple, quand on dit qu'on est incompétent, on indique les juges qui doivent être compétents. Mais vous avez maintenant Matata. Quand il est à la Cour constitutionnelle, il dit la Cour constitutionnelle est incompétente, mon juge naturel, c'est la Cour de cassation. Quand vous êtes devant la Cour de cassation, il vous dit la Cour de cassation est incompétente, mon juge naturel, on ne sait pas lesquels, et il va vous demander, non, comme on a fait une loi pour dire que l'ancien président de la République ne peut pas être poursuivi, moi aussi j'estime que je ne dois pas être poursuivi parce que nous sommes un couple exécutif, les présidents, anciens présidents et anciens premiers ministres ne doivent pas être poursuivis. Voilà un peu, je vais vous dire tout simplement que, à votre question, ça c'est le calendrier de la justice, et quand vous comparez comment la justice fonctionne dans tous les pays du monde, vous verrez qu'on reproche à la justice d'être lente, elle va lentement mais sûrement, mais ce n'est pas du tout un acharnement. Ok, merci bien. Monsieur Pat Patoma de Radio Air Libre. Bonjour, monsieur Oscar Mondial. Moi, je suis un tout petit peu désemparé par votre positionnement aujourd'hui. Je vous ai suivi il y a quelques années lors d'une conférence organisée par la CCE. Vous aviez remplacé, je crois, et je vous ai toujours apprécié par votre droiture, par votre positionnement comme homme de droit. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai en face de moi quelqu'un qui défend le pouvoir. Et ça me dérange un tout petit peu, surtout par rapport à tout ce que j'ai vu de vous depuis quand même un certain nombre d'années. Je vous ai suivi aussi à Kinshasa lorsque vous étiez interviewé. En tout cas, très intéressant comme... Et quand j'ai lu que vous faisiez une conférence aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux pas manquer parce qu'on aura affaire à un publiciste qui viendra dire beaucoup de choses par rapport à la loi et par rapport à ça, déterminer si on recule ou on avance. Mais votre positionnement qui rappelle un tout petit peu quelqu'un qui est en train de défendre le pouvoir, ou plutôt en tout cas dont le positionnement est de trouver comment dirais-je, des éléments qui justifient un certain nombre de choses. On ne peut pas dire que les droits de l'homme sont totalement bafoués au Congo, ainsi de suite. Il y a certainement des avancées. Mais on ne peut pas, face à ça, dire que il n'y a pas des choses qui ne marchent pas. Il y en a beaucoup. Un certain nombre de choses. Par exemple, le cas de Kabunt, c'est assez difficile de justifier cette durée de détention sans que vraiment... c'est difficile. Au Congo, avancer de droits de l'homme, c'est aussi laisser les gens parler. C'est pas parce qu'on a dit quelque chose de négatif par rapport au président que tout de suite on vous arrête. Parce que semble-t-il qu'il y a un article de loi des années 60, oui, je vais aller vite, des années 60 qui dit que outrance au chef de l'État, automatiquement on vous arrête. Non, c'est pas ça un État de droit. Merci beaucoup, monsieur Oscar. Merci beaucoup, cher frère. Je suis heureux que vous ayez été dans le passé quelqu'un qui appréciait mon combat
et que vous soyez toujours présent en train d'apprécier mon combat, mais en y mettant aujourd'hui un peu de bémol, où vous estimez que je serais devenu quelqu'un qui défendrait les pouvoirs. Je vais d'abord commencer par là où vous avez chuté. Concernant M. Kabound. J'étais allé encore une fois. Et vous savez que ce n'est pas facile de prendre le courage et de descendre au pays. Bon, certains ont dit que j'étais descendu là-bas pour chercher le pouvoir. J'aurais été refoulé. Bon, voilà. Je suis heureux d'être parmi vous dans cette salle où nous avons mené avec vous tous les combats. Et que vous savez très bien que j'étais avocat de tous les combattants ici en Europe et que je le faisais à mes propres frais quand j'apprenais qu'il y a un combattant quelque part arrêté. Je prenais mon ticket, ma robe comme mon arme pour aller le défendre. Donc, Maître Oscar n'a pas changé. Et j'étais en train de vous dire, commençant par là, vous avez chuté. Je suis allé au procès Kabound à la Cour de cassation. Et si vous m'avez suivi, on m'a accordé par vos collègues de Kinshasa l'interview. Et j'ai répondu noir sur blanc, devant la Cour de cassation, publiquement, pour dire que l'infraction d'offense au chef de l'État, à mon avis, c'est une infraction qui a été supprimée avec la mort de ce que l'on a appelé la Cour de sûreté d'État. J'ai défendu à l'époque, pas défendre devant les médias, encore moins devant la barre, mais la circonstance de vie avait fait que j'ai croisé M. Mokia, Gabriel, à l'époque en prison pour avoir traité Kabila vendeur de Kamondele. Je pense que vous vous souvenez de cet épisode, quand il y a eu bagarre. Et cette question s'était posée. J'ai expliqué clairement à Mokia, et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit pour Kabound. Vous savez que la Cour de sûreté a été supprimée avec l'avènement de la démocratie au pays. On a supprimé la Cour qu'on appelait Cour de sûreté de l'État, qui connaissait les infractions de ce que l'on appelle lèse-majesté. Donc, la Cour de sûreté a été supprimée. On considère que cette infraction a été supprimée. Malheureusement, il y a une mauvaise interprétation de nos juristes congolais pour estimer que la Cour a été supprimée, mais l'infraction n'a pas été abrogée. Et donc, comme c'est punissable de moins de 5 ans, on met ça au tribunal de paix qui juge des infractions de moins de 5 ans. Ma position est non. Si la Cour est supprimée, même si l'infraction n'est pas supprimée, cette infraction n'existe pas parce que la volonté est qu'on puisse supprimer cela, c'est comme un bébé ne peut pas progresser sans utérus. L'utérus, c'est le tribunal qui reçoit et qui juge l'infraction. L'infraction, c'est le bébé. Si la maman décède, le bébé n'est plus là. Donc ça, je le dis lors du procès de M. Kabound, où j'étais allé contrôler si le procès s'est déroulé équitablement. Je suis allé au greffe, comme je l'ai fait pour Matata, et j'ai donné mon point de vue. J'ai vu son porte-parole qui m'a fait état de ce que vous venez de dire, qu'il est en train d'être en détention illégalement. Je lui ai dit, je ne connais pas le dossier, qu'il m'en communique les éléments et je verrai si cela est fondé pour saisir les instances officielles afin que les droits soient respectés. Donc nous sommes des observateurs. Là où il y a violation des droits de l'homme, si nous en sommes saisis, nous allons écrire au plan national. Si on ne nous écoute pas, nous montrerons au plan international. C'est pour ça que je profite de ma casquette d'avocat quand même à l'international pour toquer là où je peux toquer parce que j'ai la possibilité de prendre mon avion, être avec vous et parler ici et parler partout au monde pour faire entendre les droits de l'homme. Donc, je n'ai pas changé, Maître Oscar, je suis le même. Mais maintenant, ma position aujourd'hui est que les ONG des droits de l'homme ne doivent pas être les relais des politiciens et surtout des Occidentaux. Non, ma position est que nous devons être les ONG
qui accompagne que nous puissions avancer. C'est pour ça que j'ai dit l'état des droits en marche. Comme un bébé, nous sommes en marche, on titube, on marche, on apprend à marcher et on va apprendre à courir. Et on sera aussi, c'est mon rêve, comme les grands pays de démocratie, la Belgique, la France aujourd'hui, et l'Europe. Je crois qu'ils n'ont pas commencé par se fragiliser, en train de donner les tableaux les plus noirs pour dire qu'il n'y a pas l'état des droits, même là où il n'y a pas eu violation de l'état des droits. Quand on arrête un politicien, je ne pense pas que cela est un critère pour dire qu'il n'y a pas de droit de l'homme si ces politiciens s'est compromis par les détournements, par la traîtrise en vendant les pays aux agresseurs. C'est ça les infractions pour lesquelles ces gens-là sont poursuivis. On mène l'enquête et l'enquête va conclure. Mais s'il y a des éléments pour dire qu'il y a l'arbitraire, nous serons là pour dire qu'il y a l'arbitraire. Voilà donc Maître Oscar, je n'ai pas changé. Maître Oscar, je ne bénéficie aucun franc, ni aucun dollar du pouvoir. Je n'ai aucune protection malgré les menaces que je subis. Et donc, je me dis, Congolais, mettons-nous ensemble. Depuis l'alternance, il y a eu un changement. C'est pour cela que vous vous battiez pour le changement. Je vois dans la salle tous les grands combattants, journalistes. Sans vous, ce changement peut-être ne serait pas aussi aussitôt arrivé. C'est dans cette salle que vous parliez, sur les places de Lumumba. Bon, c'est vrai maintenant qu'on ne vous voit pas venir au pays. C'est vrai que maintenant, les pouvoirs ne vous invitent pas. On privilégie peut-être les presses dites internationales, mais vous n'êtes pas internationaux. Peut-être parce que nous avons la même couleur de peau. C'est contre ça, Maître Oscar se bat. Quand un avocat belge va arriver, on va le respecter. Je vous donne un exemple. J'étais au procès Kamere, citoyen congolais. Vous m'avez vu. Mais les médias au Congo ne m'ont pas interrogé. Ils ont préféré parler de moi et aller demander à un confrère français qui, par ailleurs, n'était pas au Congo, encore moins. Je me demande s'il connaissait les droits congolais. Nous, quand nous venons ici, on nous demande de connaître les droits belges. Est-ce que quand les Belges arrivent chez nous, on leur demande de connaître les droits congolais? Voilà un peu, je vous réponds. Mon combat est celui-là. Et je ne suis pas donc du pouvoir. Mais dire toujours, comme les ONG disaient, pour dire qu'on est ONG, il faut commencer à dire que le pouvoir a des charnières. Mais quand le pouvoir n'a pas de charnières, disons qu'il n'en a pas. En cela, on ne devient pas l'homme du pouvoir. Merci. Bien, merci Maître Oscar Miaï, et merci aussi pour Monsieur. Oui, j'ai une question concernant M. Matata Pogno. Selon la jurisprudence, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont irrévocables et n'ouvrent pas la voie à un deuxième procès. Comment expliquer que M. Matata Pogno est devant les juges de la Cour constitutionnelle? Si M. Dieudonné Kalouba a fait une erreur, cela ne doit pas. On ne peut pas imputer ça sur la tête de M. Matata Pogno. Bon, très bien, très bien. Les amis de Wechi. Bon, je crois que nous sommes toujours amis. Nous sommes toujours du bon côté de l'histoire. Alors, la question là que vous me posez, je dirais tout simplement ce qu'ils disent, ce que vous venez de dire. Nous avons des juristes qui disent cela, mais de mauvaise foi. C'est une question élémentaire du droit. Les cours que donne le professeur Nyabirungu, c'est un cours de 2e année de graduat ou de licence. Ça veut dire après 1 an, parce que les droits au Congo comme en Belgique, c'est 5 ans, je pense. En France, c'était 4, maintenant c'est devenu aussi 5 ans avec la réforme. Vous comprenez, quand on est à 2e, c'est les cours que Nyabirungu donne. Ce sont des choses élémentaires. Mais ils ont voulu, au nom des intérêts, dénaturer la science. Tenez, ils ont fait croire que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Ce qui est vrai. On sait que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne font pas l'objet de recours.
C'est l'article 168 de la Constitution congolaise. Maintenant, la question, bon, entre parenthèses, M. Tchèque ne voulait pas que je parle de la Constitution, mais cette Constitution, c'est une Constitution de confusion. C'est pour ça que j'en ai parlé. Vous ne pouvez pas parler des droits de l'homme sans qu'il y ait Constitution. La Constitution, c'est les cadres même. Mais voilà que nous avons une Constitution qui avait été rédigée par les belligérants et par nos scientifiques venaient des caviars, on va dire comme ça. Vous savez, ce sont des gens de Liège qui ont rédigé notre Constitution sans avoir été brûlés du même soleil que les Congolais qui y sont. Bon, très bien. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Cet article 168 dit ceci, que les arrêts de la Cour ne peuvent pas faire l'objet de recours. Maintenant, la vraie question, là nous parlons même langage, mais là où ils sont de mauvaise foi, la vraie question, est-ce que l'arrêt Matata a fait l'objet de recours? La réponse est non. L'arrêt Kamuleta, ce n'est pas un recours contre l'arrêt Kalouba. Un recours, c'est quand on vient devant un juge supérieur, n'est-ce pas, sur la même chose. Vous avez été poursuivi du vol, on vous condamne pour 2 ans pour vol, vous estimez que cela ne vous convient pas, vous faites les recours sur le même fait. Or, ici, l'arrêt Kalouba, ça s'appelle arrêt RP, ça veut dire une action pénale qui a repris. Alors que l'arrêt Kamuleta, c'est R-Cons, qui n'a rien à voir, parce que la Cour constitutionnelle n'est pas un seul juge. Dans la Cour constitutionnelle, vous avez les juges pénals, vous avez les juges d'interprétation, et vous avez les juges de contentieux électoraux, vous avez beaucoup de juges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Kalouba se soit prononcé incompétent, on ne pouvait pas rester les bras croisés parce qu'on ne peut pas être dans un pays où la personne n'a pas de juge. Matata lui-même a dit, dans sa défense, par ses avocats, qu'il était sénateur, que le juge compétent pour lui devait être, à tout le moins, la Cour de cassation. On a orienté le dossier à la Cour de cassation. Arrivé au niveau de la Cour de cassation, il était question maintenant de dire si la Cour de cassation, avant de juger Matata, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par cette formule qui a fait beaucoup de problèmes? Une infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion. Alors, selon qu'on interprète cela, pour savoir si on peut juger l'ancien Premier ministre ou pas, à ce moment-là, la Cour de cassation allait se déclarer compétente ou pas. C'est comme ça qu'elle a retourné le dossier devant la Cour constitutionnelle, cette fois-là comme juge d'interprétation, pour lui interpréter. C'est comme un médecin qui demande l'échographie pour lui interpréter la formule qu'on entend par dans l'exercice ou à l'occasion. C'est là que nous saluons l'arrêt Kamuleta 2 qui est venu dire que la compétence revient à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que Kalouba, en disant que Matata ne pouvait pas être poursuivi, puisque les infractions étaient commises alors qu'il n'était plus Premier ministre, à ce moment-là, il a estimé que la Cour était incompétente, puisque si Matata a été justiciable de la Cour constitutionnelle, c'est par rapport à sa qualité de Premier ministre. Mais comme il n'est pas Premier ministre, il ne peut plus être poursuivi, donc il n'a plus de privilèges. Voilà l'erreur de Kalouba, c'est d'avoir considéré qu'on était seulement juge du Premier ministre par rapport aux privilèges, et quand on n'a plus de privilèges, on va aller ailleurs où, sans décider où. Donc je ne veux pas vous prendre votre temps pour entrer en détail de juridisme ou de théorie académique, mais je vous dis ici tout simplement que l'arrêt Kamuleta n'est pas un recours contre l'arrêt Kalouba. Et si Kalouba avait commis d'erreur, est-ce que pouvons-nous corriger cela? Votre question encore. Oui. On peut corriger ça quand il ne s'agit pas d'une décision de fond. En droit, il y a ce qu'on appelle décision de fond, c'est celle qui tranche les litiges. Quel était le litige? Matata a-t-il détourné ou pas détourné? Si Kalouba avait dit Matata n'a pas détourné, à ce moment-là, on n'aurait pu y revenir parce qu'il n'y a pas de recours. Matata aurait été acquitté définitivement. Mais Kalouba n'a pas dit ça.
Kaloba a dit, moi, Cour constitutionnelle, je ne suis pas compétent. À partir de là, une décision de compétence n'est pas une décision définitive. À ce moment-là, on doit demander qui est compétent. Et pour savoir qui est compétent, on a demandé l'interprétation. Et heureusement que nous avons eu encore un autre Dieu donné, que Dieu nous a donné cette fois-ci, bien sûr, parce que le premier ayant conduit le pays dans l'abîme, le deuxième est venu nous sortir de cet abîme. Dire ça, ce n'est pas défendre le pouvoir, c'est défendre les droits. Et vous m'avez vu inviter tous les professeurs au débat contradictoire, ils ne sont pas venus. Ils ont envoyé leurs disciples qui ont succombé et ils ont commencé eux-mêmes à dire que j'avais raison. Je crois que comme vous me suivez, vous avez suivi ce débat-là. Voilà ce que je peux vous répondre. Donc, l'arrêt Kamoleta n'est pas un recours par rapport à l'arrêt Kaloba. D'abord, parce que l'un et l'autre, ce ne sont pas les mêmes juges. Les recours, c'est revenir devant les mêmes juges ou aller devant les juges supérieurs. Ici, nous sommes face à un juge d'interprétation et là-bas, on était face au juge pénal. Mais pour comprendre qui est compétent, qui ne l'est pas, il faut que le juge d'interprétation interprète. Et là, quand je disais à Tchekfita par rapport à ce que nous puissions avoir cette fois-ci des lois claires, c'est pour ça que je disais qu'on sorte de cette constitution. Quand vous prenez la constitution française, par exemple, il est dit clairement, on n'a pas de formule magique. On a dit que le président doit être suivi ou le premier ministre pour les infractions qu'ils avaient commis, qui étaient des crimes au moment où ils étaient. Donc notre question maintenant, nous n'avons pas dit au moment où il était. À l'occasion, on ne sait pas. Mais vous êtes ici, vous parlez français correctement. Quand on dit à l'occasion de mon passage à Bruxelles, c'est quand j'étais à Bruxelles. Donc quand on a commis une infraction, à l'occasion ou dans l'exercice, c'est quand on était. Donc Kaloba n'avait pas interprété la formule à l'occasion, il n'a vu que dans l'exercice. Bien, merci. Nous allons faire un dernier tour de table, mais cette fois-ci, je vous demande une question précise et à l'orateur, réponse concise. Comme ça, parce que nous devons aussi gérer le temps d'occupation de l'espace. Ça a un coût. Merci beaucoup. Le sujet est vraiment très intéressant. Moi, je posais la question par rapport à l'actualité. À Goma, il y a eu plus de 50 morts selon le ministère public. À vous entendre parler, vous réfutez pour vous l'état des droits. Ça marche comme sur des roulettes. Bon, ça c'est bon, c'est pas vous. Mais il y a eu... D'abord. Dans un pays démocratique, de la démocratie, il y a aussi le droit à la manifestation. Vous pouvez manifester. Ils étaient non armés. D'autres disent qu'avant même la manifestation, on a tué plus de 50 personnes. Deuxième point, l'opposition, la dernière manifestation de l'opposition. Brusquement, on arrête. On a arrêté des fonds de Djongo, des Salomon. On a presque malmené l'opposition jusqu'à ce qu'il y ait la mort de Chiré. De là, on ne sait pas encore qui a fait quoi. Soyez concis, précis, lui aussi. Je suis content dans le sujet. Moi, c'est juste que répondez-vous à ceux qui disent que Tshisekedi avait bien commencé, mais vers la fin, c'est comme si le régime panique, vers la fin du mandat, en tout cas, il y a trop de bavures. Que répondez-vous à ceux qui avaient bien commencé par rapport à cette contestation? Vers la fin, c'est vraiment c'est du Qatar. On ne sait pas pourquoi. Juste une minute pour compléter. Donc, en fait, c'est ta question. Non, sa question pour compléter mon cas posé. Oui. Concernant les théories de Goma, s'agit-il d'une violation des droits de l'homme verticale ou horizontale? Ça va. Déjà, bon, je préfère... Oui, on est dans cette question-là. Je comprends. Quelle est la question? C'est au niveau de l'Est, il y a eu des tueries.
la question qui rejoint la sous-question, est-ce vertical ou horizontal? Pour répondre à ça, il faut qu'on se demande qui est l'auteur de ce que l'on appelle tuerie. Qui l'on a vu tirer à bout portant sur les manifestants? Est-ce le pouvoir? Je crois que jusque-là, nous n'avons pas cette réponse que c'est le pouvoir. Est-ce les hommes en uniforme? Si oui, mais il y a ce que l'on appelle des bavures, parce qu'il n'est pas établi qu'il y a un ordre qui est venu de Kinshasa pour demander aux troupes de tirer sur les manifestants. Ben, vous avez des gens, psychologiquement, nous sommes du côté où les gens sont face au front. Un militaire qui est au front, psychologiquement, il peut être déséquilibré pour répondre rapidement par une cachette facile. Est-ce cela, on va considérer que c'est une violation préméditée, comme on en a connu avec des Kamwena Sapou et consorts, pour commencer, que Tshisekedi a commencé à tuer les gens en masse. Je crois que vous l'avez connu, vous le connaissez. Je ne pense pas, sans pour autant dire que je défends le pouvoir, je vous dis, le régime actuel, je ne le vois pas dans cette folie-là. Et quand je parlais de bavure, heureusement que vous parlez de bavure, je faisais la différence avec le passé où c'était des dérives. Et aujourd'hui, il y a quelques bavures. Et s'il y a bavure, on doit les condamner. C'est ce que j'étais en train de répondre pour dire que moi, je ne suis pas là pour commencer à défendre les pouvoirs. Donc, je souhaiterais, vous qui êtes bien informés, qui avez l'actualité, nous devons commencer par savoir c'est qui a donné l'ordre que l'on tire sur les manifestants inoffensifs. À ce moment-là, si cet ordre devient du pouvoir, ben nous le condamnons non seulement en dénonçant, mais aussi et surtout, cela constituerait des poursuites parce que le donneur d'ordre est punissable. Maintenant, il faut, comme dans tout pays qui se respecte, laisser l'enquête agir et non pas dire que non, Tshisekedi a envoyé les gens tuer. Bon, je trouve que c'est trop facile de dire que Tshisekedi envoie les gens tuer les manifestants. Même du temps de Mobutu, on ne tuait pas à bout portant 50 manifestants. Et je ne pense pas que Tshisekedi serait devenu fou pour le faire, ce que même Mobutu n'a pas fait, encore moins Kabila. Donc je crois que vous les connaissez mieux que moi. Je crois qu'il faut laisser l'enquête continuer. Et quant à ce qui concerne Salomon Kalonda dont vous avez parlé, qui a fait l'objet de beaucoup de marketing par nos amis belges qui sont ses avocats, mais qui sont beaucoup plus politiciens, ses camarades politiciens, Salomon Kalonda n'a pas été arrêté au cours d'une manifestation. Vous l'avez vu, son interpellation, il tentait de s'enfuir vers le Katanga. On l'a interpellé sur le tarmac. Je me suis approché de Demiap, j'ai vu que la procédure était totalement régulière. Parce que quoi? Il avait été présenté par le ministère public et que quand vous prenez le code militaire, il y a des délais de détention. Et Salomon Kalonda, à ce jour, est encore dans des délais de détention. C'est un délai qui n'est pas encore dépassé. Quand je vous donne un exemple comme pays comme la France, vous pouvez rester en détention pendant 12 mois de procédure d'enquête. Maintenant, je vous demande, est-ce que sommes-nous dans quel pays où on peut venir nous dire facilement par quelqu'un qui a été Premier ministre pour nous dire qu'on a fait tomber une arme dans une manifestation? Est-ce qu'un militaire peut faire tomber une arme? Une arme, ça peut se perdre ou ça faire tomber. Je crois que nous devons, c'est en cela que je vous invite à beaucoup plus de vigilance pour qu'on ne vienne pas nous dire des choses qu'on disait hier, charnières, des théories qui ne tenaient pas route. Donc, je pense que l'arme ne peut pas tomber dans une manifestation. Et quand on perd l'arme, on sait comment on doit se comporter. Et aussi, je voulais aussi dire que concernant Chérubin Okende, dont on a parlé, bon, la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si vous connaissez où ça se trouve, sur Place Royale, il n'y a pas un parking de Cour constitutionnelle là-bas. Il y a beaucoup de ministères et il n'y a pas même de clôture.
chacun vient, il s'égare là où il veut. Mais encore une fois, ça a été un peu curieux de voir que le regrettable député chérubin soit venu pour rester dans sa voiture et envoyer son garde-corps pour aller déposer les courriers. J'ai déjà fait un point de presse là-dessus. Je me suis approché de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle, qui est ouvert à toute personne qui s'intéresse aux droits de l'homme, qui s'intéresse à la question, va lui répondre. Je me suis approché non seulement du premier président de la Cour constitutionnelle, mais aussi du président qui avait lancé l'invitation au regretté Chérubin Okende. Mais ce jour-là, il n'avait pas rendez-vous avec lui. C'est des notoriétés publiques. Et en même temps, quand on vient à la Cour constitutionnelle, c'est dans le cadre de l'article 99 de la Constitution qu'elle n'aime pas dont on doit parler. Cet article dit quoi? Que qu'à la fin de fonction, les ministres doivent aller déclarer leur patrimoine. Et quand vous déclarez le patrimoine, vous dites que j'ai des maisons et on a des informations que vous en avez 4. On peut venir vous demander d'aller dire, justifier. Et quand vous avez dit que vous avez 2 maisons, sans pour autant apporter de preuves, on peut vous demander de venir compléter votre dossier. C'est dans ce cadre-là que de la déclaration du patrimoine que M. Chérubin a été contacté au téléphone par le président qui s'appelle Lumbu, qui a été désigné régulièrement par le premier président de la Cour constitutionnelle comme juge à s'occuper de ce cas. C'est comme ça qu'il l'a invité pour venir parce qu'il avait son contact. Et celui-ci dira qu'il n'était pas en mesure d'arriver au jour où on l'a appelé et qu'il allait venir un autre jour, autre que le jour où il est passé. On n'avait pas besoin de courrier à déposer. Pour reporter un rendez-vous avec un juge, on n'a pas besoin d'aller déposer un courrier. Il a quand même des avocats, il avait envoyé un avocat ou appelé au téléphone pour dire qu'il a empêché. Si le juge savait qu'il venait, il l'aurait attendu. Mais curieusement, il n'est jamais venu lui-même directement pour monter à la cour. Il aurait envoyé les gardes-corps. Et ce jour-là, curieusement, les chauffeurs avaient envoyé donner l'argent en famille pour manger. Et le garde-corps dont les GPS étaient perdus dans les réseaux apparaîtra au lendemain. Donc, nous devons rester vigilants, surtout nous qui avons la chance d'être ici dans la diaspora, de ne pas nous laisser manipuler, mais parce que nous avons la chance d'avoir l'esprit critique. Et nous vivons dans des pays où nous avons l'esprit critique. Cultivons cet esprit critique, méfions-nous des réseaux sociaux et surtout des politiciens qui nous promettent le lendemain meilleur, mais la preuve est que quand ils sont au pouvoir, nous n'avons toujours pas de lendemain meilleur. Quel que soit le bord des politiciens, parce que je ne suis pas politicien. Nous devons exiger qu'ils nous donnent le meilleur de ce qu'ils nous ont promis et non pas continuer à nous promettre. Voilà un peu ce que je peux répondre à cela. Bien, merci, M. Oscar. Je pense qu'on est dans l'obligation d'arrêter parce que on fait des prolongations. Peut-être une dernière question. Oui, c'est ça que je vais dire. En tout cas, parce que quand je dis question concise, réponse précise, bon, chacun y va. Une question rapide, et puis Pat va clôturer. Maître, faites l'effort, répondez en 1 ou 2 minutes à chacun. Je sais que c'est un exercice périlleux. Moi, c'est juste par rapport à faire Chérubin Okende. Okende, oui. Okende. Il y a eu des révélations par rapport à RFI et puis Jeune Afrique. On dit que c'est le 9 de l'année, il a été étouffé par un jet de la DENIA. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. J'ai suivi ça. Ma réponse d'abord, c'est à 2 niveaux. RFI, Voix d'Amérique, des histoires comme ça, c'est des choses, on n'est pas contre, mais nous devons cesser d'être colonisés. Et donc, RFI, toutes ces enquêtes-là internationales commencent par élucider
même pour leurs propres compatriotes qu'on a connus, qu'on a tués là-bas. Maintenant, on n'a rien contre, ils sont toujours les bienvenus, mais qu'ils arrêtent de commencer à donner des enquêtes dans les médias. Pour maintenant vous répondre à cette question sur ceux qui déclarent, qui ont des révélations, ben je vous réponds en disant que l'enquête nous le dira. Personne n'est proche de l'enquête. Soyons patients. L'enquête nous le dira et nous devons exiger cette enquête pour que la vérité soit connue. La mort doit être élucidée, quelle que soit la personne. Parce que j'ai l'impression qu'on met que l'accent sur des personnes en fonction de leurs valeurs. Non, nous devons avoir une culture que quelle que soit la personne, quand il y a mort d'homme, ça doit être élucidé. Merci, Maître Oscar. Rapidement, Cyprien Ouetti. Nous venons d'assister à la démolition de la clôture de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Peut-on parler d'une destruction méchante parce que cette dernière n'a pas été signifiée ou informée, ou l'application de l'état de droit? Bon, pourquoi vous ne voulez pas maintenant voir en cela que Tshisekedi n'était pas un patin? Si la loi n'a pas été respectée, au moins Kabila doit apprendre maintenant que l'état de droit est en marche, qu'il aille porter plainte. S'il ne peut pas, qu'il a des éléments, qu'il nous les communique. Au moins maintenant il y a des ONG, des droits de l'homme, qui s'attaquent même au pouvoir, qui nous communiquent des éléments. S'il y a eu bavure, nous vous dirons qu'il y a eu bavure, et nous rendrons notre rapport. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais au moins, j'aurais bien voulu que vous de la presse, vous savez ce que les Congolais ont dit pour l'indépendance de M. Tshisekedi vis-à-vis de Kabila. Un patin peut aller détruire un mur d'un léopard. Merci. Pat, pour clôturer. Très vite, mais Oui. je voudrais quand même revenir sur l'affaire de l'Est. Vous avez dit que M. Tshisekedi n'est pas fou pour décider de ceci ou de cela, décider de la mort des gens. Mais attention, parce que généralement, les gens que nous connaissons dans la vie civile comme ça, lorsqu'ils changent d'état, lorsqu'ils deviennent président ou ministre, ainsi de suite, c'est tout à fait autre chose. Donc on ne le connaît pas. Donc vous voulez me dire que Tshisekedi serait devenu fou? Non, j'ai pas dit ça. Parce que... C'est vous qui avez dit qu'il n'est pas fou pour avoir... Et vous avez dit... Moi, je dis on ne le connaît pas. J'ai dit, lorsque les gens deviennent ministres ou présidents, ils changent de nature. Nous ne savons pas. Moi, je ne sais pas. Mais plus fondamentalement, concernant, comment dire, les gens qui ont été tués, vous avez dit qu'il y a peut-être pas eu préméditation. C'est difficile qu'on vous suive avec autant de morts, très tôt le matin, par plusieurs militaires qui ont... C'est difficile de dire qu'il n'y a pas eu de préméditation, qu'il ne vient que d'une bavure. Maintenant, une question peut-être importante, ou plutôt fondamentale, vous êtes juriste, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'un état de siège qui fait que cet état de siège qui est renouvelé mois après mois, alors que l'esprit quand même, je crois, pour un état de siège, ça doit être quelque chose de court pour résoudre un problème précis, difficile, par des militaires, parce que c'est à l'intérieur du pays. Et en rallongeant, les militaires ne savent pas faire la politique. Ce n'est pas leur boulot. C'est pour cela qu'on a des situations comme ça. Parce que ce n'est pas leur travail. Les militaires sont brutaux. Et ils attaquent totalement. Merci beaucoup. Alors, puisque nous devons être plus brefs que possible, comme on nous le demande, moi je n'ai pas ici dit qu'il n'y aurait pas eu préméditation. Moi je n'ai pas ici dit qu'il n'y a pas de bavure. Je n'ai rien défendu par rapport à ces cas pathétiques. Je répète que toute mort doit être élucidée. Et surtout, beaucoup de morts, comme c'est la perte de la vie humaine, c'est ce qui doit nous unir tous comme un seul homme pour dire que nous ne devons pas avoir ça sur notre territoire. Maintenant, la question est, est-ce que le pouvoir a commandité cela? Bon, ça sera trop facile qu'on puisse dire que c'est l'œuvre du pouvoir.
Je veux ajouter aussi que vous avez entendu qu'il y a une psychose à un moment donné au Congo où il y avait d'enlèvement avec le phénomène des non loin de Kinshasa, vers les plateaux de Bateke. Il y a des tueries. Aujourd'hui, il y a des tueries en masse, à gauche, à droite. Il y a l'insécurité liée à ces actes-là de tueries que l'État congolais est en train de faire un effort pour y mettre fin. Mais pour revenir essentiellement à ce qui est de l'Est, vous savez que nous sommes dans des zones de guerre et que par rapport à cela, ça nous amène à aborder la question liée à l'état de siège. Donc, vous venez de vous-même apporter une réponse qu'un militaire, face à la foule, n'a pas la même réaction qu'un policier parce que lui n'a pas la psychologie de gestion de foule. En ne prenant que votre propre réponse, l'on peut dire que l'on exclut qu'il y ait un ordre de ces autorités qui auraient changé de nature parce que le pouvoir change la nature. Même si le pouvoir change la nature, on n'en est pas à ce niveau de folie. Maintenant, par rapport à l'état des sièges, nous avons tous connu Covid, de tristes mémoires. La loi dit ceci. Quand il y a des circonstances qui paralysent le fonctionnement, on met en place l'état des sièges. La guerre à l'Est paralyse le fonctionnement du pays. La réponse prévue par la Constitution, c'est l'état des sièges. En dehors de cette réponse, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, quelle est la durée de l'état des sièges? Mais ça doit durer à partir du moment que les circonstances n'ont pas disparu. Mais je ne comprends pas pourquoi nous, Congolais, nous nous battons à dire qu'on mette fin au état de siège au lieu de nous battre pour qu'on mette fin à la guerre et de revendiquer la paix à l'est du pays. Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme les Ukrainiens le font? Vous, journalistes, avocats, mécaniciens, magistrats, même tous citoyens, chacun dans son domaine, pour qu'ensemble, nous puissions nous diriger vers l'Est et nous battre pour que le monde nous entende afin qu'on mette fin à cette guerre qui n'a que trop duré. Elle n'est pas née avec Tshisekedi, il faut qu'elle finisse avec Tshisekedi. Voilà ce que je peux vous dire. Merci bien, Maître Oscar. Je suis dans l'obligation d'arrêter notre conférence de presse. Et je remercie les confrères qui se sont dérangés. Je remercie tous ceux qui nous suivent en ligne. Je n'avais pas de questions à poser parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un modérateur. Mais j'ai juste une conclusion à donner. C'est que nous sommes, Cyprien Ouetti et moi, des journalistes de Belgique. Dès qu'il y a eu changement, nous avons décidé d'aller, comme on dit, au front. Nous venons du pays, nous allons y rentrer. Et Maître Oscar Moubiaï, qui est à notre côté, il est d'ici, il est allé là-bas. Et nous avons voulu, avec cet exercice, que vous ayez en primeur des informations des gens qui sont confrontés à la réalité, à ce qui se passe réellement. Lui, comme il vous a dit, il a été dans plusieurs tribunaux, dans plusieurs procès, etc. Et c'est ce que nous aussi nous faisons. Nous allons souvent dans beaucoup de manifestations et nous aimerions que, au niveau de nous, de la presse, on relève le niveau, comme ceux qui sont venus suivre, ils ont des informations fraîches et sûres et sur lesquelles ils peuvent travailler. Et notre orateur a dit, méfiez-vous des politiciens, méfiez-vous des réseaux sociaux. Il y a une certaine liquéfaction de l'information dans les réseaux sociaux et les politiciens donnent des informations orientées. Nous, les journalistes, nous avons une grande responsabilité. Et eux, les hommes de droit, ont la responsabilité de nous laisser, de nous amener sur le droit chemin. Donc c'est le dernier mot que j'avais. Et donc je vous remercie encore une fois. Et si on a une autre occasion de faire un exercice pareil, nous ne manquerons pas. Encore une fois, messieurs et dames de la presse, chers amis qui nous suivez en ligne, merci et à la prochaine.